20 avril 1999, 11h du matin. Lycée de Columbine, dans l'état du Colorado, aux États-Unis, 2 élèves pénètrent et entrent dans la cafétéria. Quelques secondes plus tard, ils commettent l'irréparable. Aujourd'hui, retour sur l'une des plus tristement célèbres tueries des États-Unis, qui a bouleversé le pays et qui a relancé le débat sur la violence des jeux vidéo et les armes à feu aux États-Unis, mais aussi sur le terrorisme et la sécurité dans le pays. Aujourd'hui, le massacre de Columbine. La journée du 20 avril 1999 commence comme les autres aux États-Unis. Maintenant, direction Columbine. Columbine est une petite ville moyenne de 24 000 habitants dans le Colorado. C'était une petite ville qui était rattachée à la ville de Littleton, la plus grande ville à proximité. La ville est particulièrement rurale avec beaucoup de paysages de campagne, beaucoup de montagnes, des champs, etc. Mais dans cette ville, on a quand même une grande route principale où l'on peut retrouver des motels, des stations-service, des bars, etc., etc. À Columbine, la population est majoritairement blanche et de classe moyenne plutôt aisée, avec des revenus mensuels d'environ 3 400 $ par personne. Et c'est dans cette petite ville paisible que se trouve le Columbine High School. C'est l'une des écoles secondaires qui fait également partie des écoles du comté de Jefferson de Columbine. C'était l'un des lycées les plus modernes de Columbine. Il ressemblait à un cube en verre. 10h40 devant le lycée de Columbine. Eric Harris, 17 ans, élève du lycée de Columbine, se gare juste en face du lycée. Quelques minutes après, Dylan Klebold, un de ses amis et élève également du lycée, le rejoint. L'un porte un t-shirt avec écrit « Sélection naturelle » dessus, et l'autre porte un t-shirt avec écrit « Colère ». Worse. Tous les deux se dirigent d'un pas déterminé vers la cafétéria du lycée. Ils avaient un énorme sac, type sac de sport, contenant des explosifs. Une fois dans la cafétéria, ils décident de poser les sacs à différents endroits de la cafétéria. Et c'est à 11h10 précisément que tous les deux décident de s'éloigner de la cafétéria. En fait, ils avaient mis des explosifs, des bombes artisanales directement dans les sacs de sport. Et ces bombes-là avaient prévu d'exploser à 11h15. Mais quelques minutes après, se rendant compte que les bombes n'explosent pas, ils réalisent que c'est un échec. Tous les deux retournèrent par la suite à leur véhicule qui était garé juste devant le lycée, enfilent des longues vestes noires et prennent des armes à feu qu'ils avaient au préalable laissées dans la voiture. Tous les deux, Eric et Dylan, les armes en main, déterminés, se dirigent vers l'extérieur du bâtiment. L'objectif est d'avoir une vue sur toute la cafétéria. En fait, le but initial de cette démarche, c'était de pouvoir aller le plus haut possible du lycée pour pouvoir voir depuis la cafétéria toutes les personnes sortir à cause des bombes qui auraient été mises au préalable dans l'établissement et ensuite tirer sur toutes ces personnes-là pour avoir le plus de morts possible. Mais encore une fois, et bien heureusement, les bombes n'ont pas explosé. À 11h15, un grand bruit sourd retentit. C'est le bruit d'une bombe. Cette bombe-là avait été en fait déposée au préalable par les deux adolescents qui tentaient justement de faire diversion en posant une bombe du côté opposé au lycée de Columbine. L'objectif étant de pouvoir ramener la police, les pompiers, les secours, etc. sur la mauvaise piste pour pouvoir s'occuper par la suite du lycée comme ils le veulent. C'est là ensuite que le pire commence. Les deux adolescents armés d'un 9 mm et de fusils à pompe commencent à tirer depuis l'extérieur du bâtiment sur tout ce qui bouge. À l'extérieur de ce bâtiment-là, des étudiants étaient tranquillement en train de manger, de profiter de l'espace vert, de profiter du soleil, et ils se sont fait directement attaquer par les deux adolescents. Ils tiraient complètement au hasard. 2 élèves, puis 3, et ils continuent à tirer sur les élèves à l'extérieur. Eric et Dylan rentrèrent ensuite dans l'intérieur de la cafétéria, et immédiatement les élèves se cachèrent sous les tables ou rentrèrent dans les classes apeurés par les coups de feu entendus juste à l'extérieur. C'était le début de la panique. Des élèves, des professeurs, tous se mettent à appeler les urgences, donc le numéro 911, numéro d'urgence aux États-Unis, tandis que les deux adolescents continuaient à déambuler sans réel but précis dans l'établissement, tirant sur tout ce qui bouge. Parfois ils tirent au milieu des foules, parfois ils tirent en direction des classes, et d'ailleurs c'est comme ça qu'ils ont blessé la professeure Patty Nelson, qui était en train d'assurer son cours d'art plastique et qui a essayé de cacher ses élèves, et en essayant de les protéger, malheureusement elle s'est prise une balle, qui ne l'a pas tuée heureusement mais qui l'a blessée. Eric et Dylan font des allers-retours entre l'extérieur et la cafétéria, où ils lancent des bombes artisanales qu'ils avaient préparées avant dans leur sac, et ils s'amusent à les lancer un peu partout, sur le toit de l'établissement, dans la cafétéria, dans les couloirs. Ils les lancent sans vraiment savoir où, mais dans le but de semer le plus de chaos possible. 11h25, les policiers arrivent
enfin sur les lieux et ils commencèrent à tirer sur les deux jeunes hommes. Déjà qu'ils tiraient un petit peu sur tout ce qu'ils voyaient, en plus de lancer des bombes artisanales, là ils décident de bombarder. Et à ce moment-là, une panique encore plus grosse arrive dans la cafétéria, c'est la catastrophe. Il y a un énorme mouvement de foule et toutes les personnes essayent de se cacher comme elles peuvent. La plupart essayent de s'enfuir et bien heureusement une grande majorité réussit. Mais au contraire, certains autres élèves ont trop peur de fuir et préfèrent rester cachés sous des meubles, sous des tables, à l'intérieur de meubles également, en espérant ne pas se faire voir par les deux tireurs. Les professeurs également ordonnent à leurs élèves de se cacher et surtout de ne plus bouger. Ce sera également le cas pour la professeure Patty Nelson qui avait été blessée juste avant en essayant de protéger son élève. Elle demandera à ses élèves de ne plus bouger, de se cacher et surtout de ne faire aucun bruit. Une anecdote assez glaçante, Patty Nelson a appelé le 911 et elle est restée au téléphone avec l'opératrice pendant une grande partie de l'attaque. Cet appel a été enregistré et sur cet appel, on peut l'entendre demander à ses élèves de ne plus bouger. Dans cet appel, c'est aussi horrible parce qu'on peut entendre la panique, on ressent aussi l'émotion de Patty, mais le pire, on entend directement les coups de feu et il semblerait qu'on pourrait même entendre la voix de l'un des deux adolescents. Okay. I am on the floor. Okay. You've got the kid there? And I've got every student in this library on the floor. You gotta stay on the floor. Is there any way you can lock the doors? Smoke is coming in from out there and I'm a little bit. The gun is right outside the library door. Okay? I don't think I'm gonna go out there. Okay? You're at Columbine High School. I got 3 children. Okay, we got it. Okay? Mm-hmm. Oh my God, that was really close. Okay. What's your name, ma'am? Patty? Okay. Les deux adolescents continuaient de tirer partout, les vitres se brisaient, on entendait crier, et à ce moment-là, les élèves essayent de se réfugier comme ils peuvent, mais malheureusement pour eux, certaines salles de classe sont fermées, d'autres issues de secours sont également fermées. C'est d'ailleurs comme ça, en cherchant des salles au hasard, avec l'espoir qu'elles soient ouvertes, qu'une cinquantaine d'étudiants se réfugient vers la bibliothèque, pendant que les deux tireurs continuaient à tirer au hasard dans les couloirs. Les élèves étaient tétanisés, la professeure Patty Nelson était également là, elle ordonnait toujours aux élèves de se cacher sous les chaises, sous les tables et surtout de ne faire aucun bruit. Dès qu'un élève sortait de sa cachette, elle le remettait en place directement le plus rapidement possible. Et la panique grandissait parce que tous entendaient que les tireurs étaient en train de se rapprocher de la bibliothèque. Une fois dans la bibliothèque, l'un des deux adolescents tire au hasard sous la table et tue un autre élève. Ensuite, il se retrouve face à une fenêtre et encore une fois, il tire au hasard depuis cette fenêtre, en essayant de viser le plus possible la foule. En même temps, dans la bibliothèque, Dylan, donc l'un des deux adolescents, s'était mis à la recherche des élèves cachés dans la bibliothèque et tirait malheureusement sur toutes les cibles qu'il pouvait trouver. On se doute qu'à ce moment-là, les élèves qui n'avaient pas encore été trouvés et qui étaient cachés à côté et qui entendaient tout devaient être apeuré. Juste après, Eric le rejoignit et fit exactement pareil. Et c'est à ce moment-là que l'un des professeurs, Dave Sander, pénétra dans la bibliothèque et il essaya de faire évacuer les élèves encore présents par une porte de sortie, mais malheureusement, il a été repéré par les deux adolescents et a été grièvement blessé. Finalement, il perdra beaucoup de sang et finira par mourir. Dylan et Eric prenaient un véritable plaisir à orchestrer cette tuerie. Le fait d'avoir le droit de vie ou de mort sur tous les élèves leur donnait un sentiment de superpuissance. Parfois, ils parlaient à leurs victimes avant de les tuer. Ils leur demandaient « Est-ce que tu veux mourir ?» Les victimes suppliaient de rester en vie. Parfois, ils les épargnaient, parfois, ils les tuaient. Il y a également une rumeur qui circule comme quoi l'un des deux adolescents aurait demandé à une jeune fille si elle croyait en Dieu. Celle-ci aurait répondu oui et elle aurait été tuée sur le coup juste après. Les deux garçons étaient hors de contrôle et plus rien ne pouvait les arrêter. On pouvait les entendre crier que tout le monde allait mourir, qu'ils étaient là pour semer la terreur et qu'ils voulaient tout faire sauter. D'après certains témoignages de rescapés, Eric et Dylan avaient quelques cibles particulières. Par exemple, ils tuaient en priorité les enfants noirs, les jeunes avec des casquettes, également les sportifs et aussi tous les élèves qui étaient considérés comme populaires dans le lycée. Toujours d'après des rescapés, à un moment, l'un des deux tireurs s'arrête et propose à l'autre de continuer la tuerie directement au couteau parce que cela serait plus drôle entre guillemets et tous les deux avaient ramené des couteaux d'écran d'arrêt dans leur sac mais finalement ils ne s'en sont pas servis. Dans cette tuerie, l'un des deux tueurs s'est blessé lui-même avec la gâchette de son arme qu'il avait mis trop près de son nez, qui lui a directement cassé le nez, il y avait du sang. Mais malgré ça, ça ne l'avait pas arrêté à continuer ses meurtres. Enfin, Eric et Dylan sortent de la bibliothèque. Au final, ils ont passé moins de 10 minutes dans la bibliothèque et ont fait plus d'une dizaine de victimes. À ce moment-là, le
lycée ressemble à une véritable boucherie, la cafétéria est jonchée de corps, tout est couvert de sang. Devant le lycée, de nombreux rescapés sont terrorisés. Il y a également une grosse équipe de médias qui couvre l'affaire en direct et bien heureusement les secours qui sont là pour intervenir. Pour ceux qui sont toujours à l'intérieur du bâtiment et qui se cachent, un silence de plus en plus pesant se fait avec une odeur de sang, une odeur de mort, un sentiment d'insécurité et beaucoup de peur. À ce moment-là et aussi durant la tuerie en général, beaucoup d'élèves ont appelé leurs proches, leurs familles, leurs parents pour leur faire leurs adieux, leur expliquer ce qui se passe actuellement, leur dire qu'ils les aiment et que malheureusement ils pourront être amenés à ne plus jamais se revoir. Il y a eu beaucoup d'appels, mais aussi beaucoup de SMS parce que la plupart des élèves avaient peur de se faire entendre par les deux tireurs. Donc pareil, beaucoup de messages échangés directement à leurs proches en leur expliquant la tuerie, la fusillade, en leur disant qu'ils les aiment. Et c'est particulièrement bouleversant. Eric et Dylan sont toujours dans le bâtiment et se redirigent vers la cafétéria. L'endroit paraît complètement désert, les tables sont retournées, les chaises aussi. Sur la table, il y a encore certains repas qui ne sont pas terminés. Et pourtant, à ce moment-là, certains élèves se cachent encore. À ce moment-là, Eric et Dylan sont toujours très calmes, très apaisés. Ils vont même jusqu'à finir les restes de repas encore dans la cafétéria. Et ils essaient également de réactionner les bombes qui n'avaient pas marché au préalable. Mais heureusement, rien n'y fait, les bombes ne veulent pas s'actionner. Ils vont donc continuer à lancer les petites grenades et bombes artisanales qu'ils avaient fabriquées au préalable et non pas celles qui étaient dans les sacs de sport. Et celles-ci explosent jusqu'à ce qu'un incendie se déclare dans la cafétéria. À midi, les deux élèves décident de tirer en masse sur les policiers et ensuite, sentant qu'ils étaient poursuivis, ils se redirigèrent tous les deux vers la bibliothèque. Une fois dans la bibliothèque, tous les deux se mettèrent dans des allées, l'un à côté de l'autre. À ce moment-là, dans la bibliothèque, il y avait toujours des élèves apeurés qui se cachaient. À ce moment-là, Dylan prit son arme, la mit sur sa tempe et se suicida. Quelques secondes après, Eric prit son arme, la mit dans la bouche et actionna la gâchette. Les deux adolescents étaient enfin morts. Le bâtiment était en train d'être sécurisé. Et à ce moment-là, il était interdit d'y pénétrer pendant plusieurs heures afin d'être sûr qu'il n'y avait plus aucun danger. À ce moment-là, on n'était pas encore sûr que les deux étudiants étaient hors d'état de nuire. Il n'y avait eu aucune source sûre ou aucune information comme quoi ils s'étaient suicidés. Malheureusement, le fait d'attendre aussi longtemps ont fait que la plupart des personnes qui étaient restées bloquées dans l'établissement et qui étaient blessées ont succombé à leurs blessures. En effet, les tireurs se sont suicidés à midi et les premiers corps ont été retrouvés vers 15h dans l'après-midi. Cette lenteur des forces de l'ordre a été très fortement critiquée. Une fois le bâtiment sécurisé, la police, enfin plus précisément le SWAT, entre dans le bâtiment et s'occupe de récupérer toutes les dernières personnes cachées ou blessés. Certains n'avaient pas confiance, certains n'osaient pas sortir, d'autres pensaient que c'était une ruse de la part des deux adolescents pour pouvoir les tuer plus facilement, mais au final tout le monde est bien sorti du bâtiment. Certains ont même tellement peur qu'un élève, dénommé Patrick, à l'arrivée des policiers, décide de sauter par la fenêtre, et heureusement il est récupéré par les secours directement en bas du bâtiment. Comme je vous l'ai dit précédemment, devant le lycée de Columbine, on a énormément de médias qui sont là pour couvrir l'affaire, et à ce moment-là on ne sait pas exactement où en est la situation, c'est encore flou. Mais on commence à entendre parler du fait que l'état d'urgence pourrait être décrété. Et c'est à ce moment-là que peu de temps après, Bill Clinton, donc qui est le président au moment des faits, fait un discours. La police, qui est toujours à l'intérieur, se dirige dans la bibliothèque et c'est à ce moment-là qu'elle se rend compte que les deux tireurs sont morts. Au départ, ils sont difficilement reconnaissables, mais en voyant leurs armes et également les t-shirts, on soupçonne forcément que ce soit eux. Et puis par la suite, des analyses ADN confirmeront que ces deux garçons étaient bien les deux tireurs. La bibliothèque est au final l'endroit où le pire drame a eu lieu dans l'établissement. Et c'est finalement à 16h que la fusillade est considérée comme officiellement terminée avec un lourd bilan de 13 morts et 23 blessés. Sur les chaînes d'infos, on a des témoignages de rescapés qui racontent ce qui s'est passé en détail, des familles qui demandent pour chercher leurs proches qui n'ont pas été retrouvés, des témoignages et encore des témoignages. C'est après ce drame et une fois que l'établissement a été considéré comme sûr et réellement sans danger que l'enquête a pu vraiment commencer de la part des policiers. La première chose pour les enquêteurs était de retracer le profil des deux tireurs pour pouvoir trouver un mobile. Qui est Dylan Klebold? Dylan est un adolescent de 17 ans qui est issu de la classe moyenne à tendance aisée et d'une famille d'ingénieurs. C'est un garçon qui est de nature très influençable, assez peu sociable, très introverti et aussi timide. Il était considéré comme assez solitaire et n'avait pas beaucoup d'amis. Qui est Eric Harris? À l'inverse de Dylan, Eric Harris était un adolescent extraverti qui avait plutôt beaucoup d'amis. À l'inverse de l'introversion de Dylan, il avait une nature extravertie, mais aussi un très fort caractère. Il était issu d'une famille de militaires et il était également un grand partisan des idées d'Adolf Hitler. Il était d'accord avec Adolf Hitler sur les idées de supériorité des races, de hiérarchie, mais aussi de sélection naturelle. Il se sentait globalement supérieur à tous les autres, à l'inverse de Dylan qui lui avait l'impression d'être profondément inférieur à tous les autres. Le point commun des deux jeunes
jeune homme était qu'il se faisait harceler dans l'établissement de façon quasi quotidienne. Il se faisait insulter, moquer, bousculer dans les couloirs, ce qui a créé en eux une énorme colère. Petit à petit, et par rapport à cette colère, ils ont commencé à s'intéresser de plus en plus aux armes à feu. On a également retrouvé des vidéos des deux adolescents en train d'utiliser des armes à feu. Pour se procurer l'arme à feu, Dylan et Harris ont directement fait appel à une de leurs amies qui connaissait des particuliers qui vendaient directement des armes. Au final, cette jeune fille a pu acheter l'arme directement sans avoir besoin de montrer quelconque document d'identité que ce soit. Et cette méthode était totalement légale. Il n'y a eu aucune vérification d'identité. Elle a pu obtenir les armes et elle les a données directement à Eric et Dylan. Après cette histoire, une fois arrêtée, la jeune fille a précisé qu'elle n'aurait jamais acheté les armes s'il aurait fallu faire une quelconque vérification d'identité au préalable. Dylan possédait un journal intime où il écrivait dedans régulièrement toute la haine qu'il avait pour la société, pour ce lycée, pour les professeurs, les étudiants, etc. Et au fur et à mesure du temps, plus les jours, plus les mois passaient, plus la haine de Dylan augmentait. Il en profitait aussi pour agrémenter sa collection d'armes et la remplir au fur et à mesure du temps. Il possédait des carabines, des fusils à pompe, des 9 mm, des crans d'arrêt et bien sûr des cartouches. Dans son journal intime, il menaçait directement tous les autres élèves de son lycée. Il crachait sa haine et écrivait qu'il allait tuer tout le monde. Eric aussi avait un journal intime où il écrivait de la même façon que Dylan toute sa haine envers l'établissement et envers tous ceux qui l'entouraient. Dans le journal de Dylan, il y a également la tuerie qui est minutieusement rédigée avec la date de la tuerie, les différentes armes, les différents lieux, les différentes personnes à tuer, les différentes actions à mener. Il avait scrupuleusement noté et rédigé cette tuerie. Et un point particulièrement effrayant à la fin de la tuerie, la dernière action à mener d'après lui, c'est de prendre son pied. Drôle de hasard, mais quelques mois avant le drame, les deux adolescents pour un projet de classe avaient pour but de faire une vidéo dans laquelle un des élèves qui était persécuté et qui se sentait mal décide de perpétrer une fusillade directement dans son établissement. À ce moment-là, c'est Dylan et Harris qui se mènent directement dans la peau de l'acteur et dans cette vidéo, on les voit tous les deux avec des armes en plastique, cracher leur haine et insulter tous les autres en menaçant directement les élèves. Et il faut savoir qu'à ce moment-là, c'était seulement quelques mois avant le drame. Les deux adolescents avaient déjà toute la tuerie de planifier, ils avaient déjà les armes chez eux. De leur point de vue, cette vidéo était un peu comme une répétition finale. Donc c'est un drôle de hasard, c'est un peu comme si cette vidéo était prémonitoire. L'attaque avait été planifiée au total un an auparavant. De base, elle devait avoir pour date le 19 avril 1999. Pourquoi cette date? C'est parce que c'est en référence aux attentats d'Oklahoma City. Les deux adolescents avaient pour but de faire encore plus de victimes que pour cette précédente tuerie. Mais finalement, par rapport à la réalisation des bombes artisanales, cela a pris plus de temps que prévu et ils ont donc dû décaler la date au 20 avril 1999. Encore une fois, pourquoi cette date? On n'en est pas sûr, mais d'après certaines sources, ça serait en hommage à l'anniversaire d'Adolf Hitler, qui pour rappel était adoré et adulé par Eric Harris. Le projet initial était de faire l'attaque la plus meurtrière des États-Unis. Ils avaient pour but de faire exploser tout le lycée avec les bombes artisanales, mais aussi de tuer le maximum de personnes, notamment après avoir mis les bombes dans l'établissement, de tuer toutes les personnes qui tenteraient de s'échapper. Ils avaient aussi prévu de faire effondrer complètement l'établissement. Tout avait été prévu pour exploser à certains horaires et les actions avaient été planifiées en fonction des horaires d'affluence des élèves. Par exemple, l'explosion des bombes devait avoir lieu là où il y avait le plus de monde dans la cafétéria. Et en effet, si le plan avait fonctionné comme prévu, il y aurait pu avoir des centaines et des centaines de morts. Mais encore une fois, bien heureusement, le plan n'a pas fonctionné comme prévu. À la suite de la fusillade de Columbine, les États-Unis ont renforcé les mesures de sécurité dans les écoles, notamment en mettant en place des fouilles obligatoires à l'entrée des établissements, des détecteurs de métaux, des gardes de sécurité, mais aussi pour les établissements les plus modernes, une vérification de l'identité de l'élève directement avec un code à son entrée dans l'établissement. Ce massacre a aussi bien évidemment relancé le débat sur les armes à feu aux États-Unis. De nouveaux débats ont été ouverts entre la NRA, National Rifle Association of America, qui est un lobby américain en faveur des armes à feu aux États-Unis, et les citoyens. Et encore une fois, c'est un débat sans fin parce que malgré les morts, malgré les fusillades, pour beaucoup d'Américains, et en particulier tous les partisans de la NRA, on peut citer comme par exemple Donald Trump, soutiennent que l'utilisation d'armes à feu par les citoyens en Amérique ne peut être interdite parce qu'elle est dans le second amendement, donc ça serait changer toute la constitution. Alors certains sont pour, certains sont contre, mais malheureusement après les fusillades aux États-Unis, fusillades ou dérives avec des armes à feu, etc., de nombreux débats sur l'utilisation des armes à feu aux États-Unis ont lieu, mais peu de réelles mesures de la part de l'État sont vraiment prises. Suite à cette tuerie, Columbine n'est plus vue comme une petite ville tranquille dans les USA
avec sa campagne et ses montagnes, mais plutôt comme le symbole d'une des plus grandes tueries des États-Unis. En 2001, après l'attaque, tous les étudiants, toutes les victimes, directes ou indirectes de la tuerie de Columbine, ont été indemnisés à hauteur de 2 millions de dollars. Le 21 septembre 2007, dans le parc de Clement Park, juste à côté du lycée de Columbine, a été érigé un mémorial pour toutes les victimes de la tuerie du 20 avril 1999 de Columbine. Après cette tuerie, il y a eu de nombreuses références culturelles aussi bien dans le cinéma que dans la musique. On peut citer comme exemple le documentaire Bowling for Columbine qui est sorti en 2002 et qui critique le port d'armes en Amérique, mais il y a aussi le film Elephant qui est sorti en 2003 et qui traite directement des massacres de Columbine. La télévision aussi s'en inspire avec de nombreuses séries qui reprennent ou qui font des liens directs avec la tuerie de Columbine, comme par exemple dans la série American Horror Story. Plus particulièrement sur la première saison, dans un épisode, on peut voir l'un des personnages qui planifie une tuerie dans son lycée et plus particulièrement dans la bibliothèque. Mais c'est pas tout, on peut aussi voir des références à cette tuerie dans des séries policières américaines telles que Esprit criminel, Affaires classées ou bien encore New York Police judiciaire. Et sur Netflix, on a aussi la série 13 Reasons Why avec un épisode où Tyler, un jeune garçon un peu introverti et timide, violé par les sportifs de son lycée, veut se venger en déclenchant une fusillade dans son lycée lors d'un bal de promo. Dans la série, la soirée se déroule un 20 avril, référence directe à la tuerie de Columbine. Mais comme je vous le disais, on a aussi des liens sur cette tuerie dans la culture musicale. Par exemple dans The Kingslayer des années 2000 du groupe de musique Nightwish, ou de façon plus implicite dans la chanson Pumping Up Kicks, sorti en 2010 par Foster the People. Et on a directement les élèves, et enfin on a tous les anciens élèves du lycée de Columbine qui ont écrit une chanson, Friend of Mine, qui a été brièvement diffusée aux États-Unis mais jouée surtout lors de cérémonies et d'événements. Au final, il y a eu plus de 10 000 ventes pour ce single et bien sûr, tous les bénéfices ont été reversés directement aux familles ou aux victimes. Toujours en référence culturelle musicale, on peut aussi citer Lullaby for Columbine, mais il y en a bien d'autres. Cette tuerie en milieu scolaire est l'une des plus célèbres des États-Unis. Elle a malheureusement été la première d'une très longue série. Beaucoup de tueurs se sont inspirés de cette tuerie pour en faire de même. Et cette affaire a passionné de nombreuses personnes dans le monde entier. Voilà, c'est la fin de cette triste histoire, j'espère qu'elle vous aura plu et je vous dis à la semaine prochaine pour un autre terrible fait divers.